Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode au sein duquel j'analyse et je décortique la pratique ostéopathique et la philosophie des personnes qui m'inspirent. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Loïc Leprince, l'un des pères de la manipulation structurelle ostéopathique en France. Alors sans plus attendre, Loïc, je te laisse la parole. Voilà, bonjour Folco, merci de me consacrer du temps, c'est toujours un plaisir. Je me présente, donc je m'appelle Loïc Leprince, j'ai un parcours qui, comme tout à chacun, est divers et varié, c'est-à-dire que j'ai commencé par vouloir soigner les gens à tout prix, j'ai voulu faire médecine, que j'ai raté à une place à l'époque, le numéro exclusif était très bas, c'est le destin. Et j'ai un ami qui voulait absolument faire kiné, qui voulait que je l'accompagne pour faire son concours de kiné. Moi, je n'avais pas forcément prévu faire kiné à l'époque. Du coup, je l'accompagne et je suis reçu ce concours de kiné avec beaucoup de chance. Donc, je fais une formation de kiné. Et je n'avais pas fini ma formation de kiné que j'ai découvert l'ostéopathie. Et dès que j'ai rencontré un premier prof d'ostéo, dès la première heure, je me suis dit, c'est ça que je voulais faire sans même savoir que ça existait. Donc, c'était vraiment pour moi une vraie découverte et un vrai chemin de vie à partir de là. J'avais, dans un premier temps avec mon père, découvert aussi une façon de soigner les gens qui était un peu particulière, parce que mon père, après un très grave accident, où il a perdu la vue, 3 ans d'hôpital, un parcours très difficile pour lui, et a eu envie d'être utile et s'est dit si au moins j'avais un don. Et a découvert par lui-même qu'il pouvait soigner les gens et guérir les gens par des soins magnétisme. Donc il a énormément travaillé sur sa réflexion personnelle, sur la découverte personnelle de cette approche, qu'il m'a transmise naturellement. Et comme le fils d'un footballeur jouerait au foot ou le fils d'un musicien jouerait d'un instrument de musique, ben moi étant le fils d'un magnétiseur, je trouvais naturel de faire du magnétisme dans ma tendre enfance. Donc c'était intéressant parce que ça m'a donné donc cette envie de soigner et ça m'a donné aussi l'envie d'analyser différemment et d'avoir aussi une notion perceptive fine que j'avais avant même de commencer mes études d'ostéopathie. Alors pour faire autre chose que ce que faisait mon père et faire autre chose que ce magnétisme que j'avais déjà découvert, donc j'ai découvert l'ostéopathie structurelle et je me suis dit voilà mais ça c'est quelque chose de nouveau et j'ai envie de découvrir ça. Alors je me suis mis dans une école d'ostéopathie anglaise et qui était à visée principalement structurelle. Donc j'ai fait du structurel, j'ai appris à manipuler toutes les zones du corps avec beaucoup de plaisir et puis avec un peu de dextérité, je me suis aperçu que ça devenait facile et une fois que c'était facile, je me suis aperçu que finalement la difficulté c'était d'avoir une ultra grande sensibilité dans le test même pour le structurel. Et à partir de cela, j'ai commencé à réfléchir et à apporter une vision un peu différente sur ma pratique structurelle en quittant tous les grands dogmes et toutes les grandes lois biomécaniques qu'on nous avait appris, et en passant énormément par la sensation et le feeling. Et je me suis aperçu que les petits mouvements permettaient de mieux comprendre les grands et de trouver les voies de passage avec beaucoup plus d'aisance. Et ça, c'était très intéressant parce que ça permettait d'être beaucoup plus respectueux pour le patient et de faire un travail avec une beaucoup plus grande finesse. Et ce travail avec une grande finesse, une fois qu'on l'a compris, devient un outil au service d'une véritable ostéopathie de globalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas différencier le structurel comme une technique manipulative violente avec de l'ultra-fin crânien fascia qui serait le nec plus ultra de l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est pour moi avant tout une philosophie, la loi de rééquilibration, c'est la vie, c'est le mouvement, donc c'est rééquilibrer les mouvements pour permettre une homéostasie, donc une autorégulation. Et avec cette perception fine, j'ai découvert que le structurel pouvait être aussi subtil que les autres techniques pour cette rééquilibration des grandes lois de la nature. Ok, et du coup c'est peut-être à ce moment-là que tu as mis en place tes formations pour transmettre ton savoir-faire ? Bien avant de mettre des formations en place, j'ai eu la chance d'être repéré par un monsieur qui s'appelait André Ratio, que je remercie de m'avoir donné le droit de m'exprimer dans son école, et j'ai donc essayé d'enseigner dans une approche un peu plus académique au départ. Et petit à petit, j'ai remarqué que cet académisme était freinateur de mon évolution, et je m'en suis éloigné progressivement pour mettre en place ce que j'appelle aujourd'hui le fascia structurel, donc qui est toute cette approche diagnostique, analyse posturologique et analyse des globalités dans la subtilité, même avec des techniques structurelles. Donc je suis passé progressivement d'enseignant dans différentes écoles d'ostéopathie en France à ensuite formateur de formation continue. Et dans cette formation continue, j'ai développé plusieurs cours. Donc un cours technique, le structurel revisité, donc qui est un cours de technique manipulative, revu et corrigé bien sûr, ce que j'appelle le structurel revisité. Donc c'est un structurel repensé
où on se sert de la perception subtile dans le test pour ne mettre aucune mise en tension préalable, pour pouvoir passer une technique manipulative sans que le patient ait conscience de ce qu'on allait lui faire au préalable. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui peut être considéré comme un premier, c'est toute l'approche conceptuelle de tout ce que je travaille dans ces techniques, c'est le fascia structurel. Donc le fascia structurel, c'est plus une lecture de la globalité, c'est un cours à visée diagnostique ostéopathique. Vraiment dans la pure tradition ostéopathique traditionnelle, dans la pensée stylienne. La loi des mouvements, la structure gouverne la fonction et la vie, c'est le mouvement. Donc on restitue du mouvement pour restituer de la vie et pour améliorer l'homéostasie. On est vraiment dans l'ostéopathie la plus traditionnelle que l'on puisse trouver. Alors si je comprends bien, on pourrait dire quelque part qu'au travers de ton concept, tu tentes d'unifier les deux approches structurelles et tissulaires? Oui, c'est pas de théorie, parce que si tu veux, moi je n'aimais pas la théorie qui disait qu'il y avait l'ostéopathie dite dure et l'ostéopathie dite douce. Et surtout dire que ceux qui pratiquaient une des techniques n'étaient pas bons pour l'autre, et inversement. Ça, je n'aime pas du tout cette façon de concevoir les choses. Pour moi, il existe une seule et grande ostéopathie, avec des principes et une philosophie, et le fascia est partout. Donc le fascia est aussi bien dans le crânien, dans le tissu, mais aussi dans l'intra-articulaire. C'est-à-dire, tout n'est que tissu, avec des tissus de densité différente, mais on peut percevoir des notions subtiles à tous les plans de l'anatomie. Et donc, restituer de la mobilité, c'est restituer avant tout des mobilités fines, parce que les petits mouvements générant les grands, c'est en percevant le petit qu'on peut améliorer le grand. Ok Loïc, merci pour toutes ces précisions. Et maintenant, si tu le veux bien, abordons un sujet un peu plus croustillant. Le trust, aussi appelé manipulation structurelle, et plus familièrement technique de craquement. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Le trust, ce n'est pas un exercice de force déjà. Je ne force pas sur une articulation. Au contraire, dans toute ma perception de départ, l'analyse d'une articulation, je vais rechercher à trouver le point de neutralité, le point de plus grande tranquillité, de façon à avoir une oscillation. Enfin, il faut un mouvement libre dans l'articulation que je veux analyser puis manipuler. Et en aucun cas, j'essaye de mettre de la tension dans cette articulation, ou en tout cas, je le fais le moins possible. Et de façon, en gardant de l'oscillation, analyser le type d'oscillation pour percevoir les facilitations, les voies de mise en tension et les voies de facilitation. Et en étant dans une perception de l'ultra fin et de l'oscillation, si je vois la voie de passage qui pourrait m'emmener vers une mise en tension, je m'éloigne de ce point-là pour ensuite envoyer une onde de choc, un transfert d'énergie cinétique dans cette structure manipulée. Et comme la boule de pétanque, le carreau qui fait partie de la boule, je viens donner cette impulsion dans un espace de liberté et pas dans un espace verrouillé. Et c'est cet espace de liberté qui me permet d'aller très très vite, donner une impulsion pour avoir une manipulation. Ça a deux avantages, c'est que un, ce n'est pas un mouvement forcé, et deux, je laisse la structure aller un peu où elle veut. Parce que si je la verrouille, j'impose ma voie de passage. Et en imposant ma voie de passage, je mets des contraintes qui peuvent être douloureuses et désagréables pour le patient. Alors que là, ce transfert d'énergie cinétique, il est dans les bons axes ou pas. S'il n'est pas dans les bons axes, le mouvement n'est pas forcé, donc ce n'est pas traumatisant. Et je peux immédiatement recommencer. Qu'une manipulation qui serait faite un peu en force, si on force une structure, le patient il fait une telle grimace la première fois, que la deuxième fois, il n'est plus enclin à recevoir la technique. C'est une suggestion, ce n'est pas une imposition. C'est-à-dire que c'est un transfert d'énergie cinétique qui, s'il est dans les bons axes, se transmet bien. S'il n'est pas dans les bons axes, l'impact ne donne pas de traumatisme. Une technique qui n'est pas correctement effectuée ne doit pas être traumatisante. C'est-à-dire qu'on propose une voie de passage, si le corps n'est pas prêt à la recevoir, normalement ce n'est pas traumatisant. Parce qu'il n'y a pas de mouvement poussé. C'est juste on propose un transfert d'énergie cinétique qui est accepté ou pas par le corps. Et plus on a de précision dans le geste, plus le patient est en capacité de l'accepter. D'après ce que je comprends, dans ton trust, il n'y a pas de mise en tension préalable à la technique. Peux-tu nous en dire davantage? Alors, la notion de mise en tension, moi, c'est une notion que je ne veux pas travailler, que je refuse dans mon approche. Bien sûr, parfois, il y en a un petit peu. Mais le but, ce n'est pas de mettre de la mise en tension, c'est de percevoir où pourrait être la mise en tension. Donc c'est de ne jamais aller vers cette mise en tension. Donc je perçois ce mouvement-là dans mon corps. Et c'est mon corps qui dit, mais si j'allais dans ce sens-là, que se passe-t-il? Et c'est une intégration corporelle qui me permet d'avoir cette subtilité de perception. La main elle-même, en poussant avec la main, je mets de l'action. Et cette action me freine ma perception.
Donc en aucun cas je dois mettre de l'action, je ne sais que de percevoir, de laisser envahir mon corps par l'organisation posturale de mon patient. Et une fois que j'ai trouvé où devait être la voie de passage qui irait vers la mise en tension, c'est un transfert d'énergie de tout mon corps qui va se transférer via ma main sur le lieu à traiter du patient. Mais en aucun cas, j'essaye de verrouiller ou de mettre de la tension avec ma main. C'est une perception de corps et une intention corrective de corps. Parce que toute la précision et la subtilité ne peut se faire qu'avec le corps. Bon, j'ai la petite histoire que je raconte très souvent dans mes cours avec le sculpteur sur les grains de riz et qui sculptait, faisait la sculpture sur des grains de riz avec un binoculaire. Et le journaliste lui demandait « Mais vous devez avoir une dextérité extraordinaire pour sculpter comme ça, si finement, vous devez avoir une dextérité du bout des doigts qui est fabuleuse. » Et la personne qui sculptait sur les grains de riz dit « Non, pas du tout, plus c'est petit, plus je travaille avec mon corps. » Donc plus je vais être subtil, plus je dois percevoir et induire avec mon corps. C'est là que je prends toute la subtilité de la technique. Et oui, je t'entends souvent dire en formation, mettez moins de mains et plus de bassins. Autrement dit, plus de corps. Une question me vient alors, comment fais-tu toi pour entrer en contact avec le patient sans être invasif? Alors, premier contact avec le patient, c'est une main généreuse, agréable, si possible chaude, qui se pose sur un patient, mais dans la non-agression. C'est-à-dire que la main se pose toujours dans le sens d'organisation du fascia du patient. Si je vais à contre-poil, aussitôt, j'agresse mon patient. Alors que ma main ne doit être que généreuse, que bienfaisante. Donc il n'y a aucune agression dans la première pose de main. Si quand je pose ma main, je suis un peu agressif, je vais vers une technique plus difficile à réaliser et par une moins bonne acceptation du patient. Donc c'est une main généreuse qui se pose, c'est-à-dire que ma main vient vers le corps du patient et le corps du thérapeute, le mien, s'adapte à la structure du patient. Et c'est en cela que je suis confortable et généreux. C'est vrai que l'on observe assez souvent ce défaut chez certains praticiens qui consiste à avoir une main un petit peu trop active avant même la mise en place de la technique. Qu'en penses-tu? C'est l'erreur, c'est qu'on ne doit rien anticiper. Moi, je dis commencer par une main de perception. Donc si je commence à mettre de la tension, c'est que j'ai envie de faire quelque chose. Donc c'est une main d'induction. Je ne dois absolument pas travailler ma main d'induction, je dois dans un premier temps travailler ma main de perception. Et c'est de la perception qu'on transforme cela en action. Mais vouloir de l'action dès le départ, c'est la première erreur à ne pas faire. Ça se travaille, ça s'apprend, c'est ce qu'on apprend dans les cours et dans les formations post-graduées que je propose. C'est travail de la gestuelle et travail perceptif. Donc la première chose avant de toucher un patient, il faut être dans un état de conscience modifié. C'est-à-dire que je ne pense pas, je suis libre de tout. Je dois être complètement libre dans mon corps, c'est le premier état. Je dois être comme de l'eau. C'est comme Bruce Lee dans le « Be Water, my friend ». La petite phrase qu'il dit à Chuck Norris, c'est « Empty your mind », vide ton esprit. Donc avant toute chose, ne pas penser. Penser, c'est déjà être dans l'action. Donc premièrement, ma main arrive, mais je ne pense pas. Je viens partager un instant. C'est du partage, mais je n'induis rien. Et ensuite, de cette perception, vous transformerez tout cela en une action. Mais je pense, moi je n'ai jamais fait d'arts martiaux, mais la capacité d'aller donner un impact ou une énergie en un point sans l'abîmer, c'est là qu'on a le maximum de force avec le minimum de violence. Et donc le maximum d'efficacité. Ok, super, merci Loïc pour toutes ces informations. Si je peux me permettre de résumer très succinctement ce que l'on vient d'évoquer, et bien sûr tu me dis si je me trompe. Avant même de toucher ton patient, tu rentres dans un état de conscience modifié qui te permet d'atteindre un relâchement profond. Ce relâchement te permet d'une part de ne pas être invasif dans ton toucher et donc dans tes tests, et d'autre part il te permet de trouver la voie de passage de la structure que tu souhaites manipuler sans la mettre en tension et sans rentrer dedans. À partir de ce moment-là, tu cherches à avoir un maximum de liberté de mouvement dans la zone que tu souhaites manipuler et tu transmets une onde de choc depuis ton corps et non depuis tes mains vers le patient. La zone en question n'étant pas soumise à un verrouillage, elle a la liberté de pouvoir se réajuster comme elle le souhaite. On peut dire quelque part que tu fais confiance au fait que la solution se trouve dans le patient. Et donc toi, tu vas simplement lui suggérer une information. Et si c'était pertinent à ce moment-là, alors l'information sera acceptée facilement par les tissus du patient. Dans le cas contraire, elle ne sera pas traumatisante. Ce que j'aime bien dans ton raisonnement, c'est que tu laisses la possibilité au patient d'accepter ou non la manipulation que tu lui proposes. Car tu suggères
mais tu n'imposes pas. Ok, bon maintenant tout ça c'est bien clair. Peux-tu nous en dire un peu plus maintenant sur la notion de facilitation, une notion que tu utilises assez souvent? Moi, quand je viens sur une structure tissulaire, contrairement à beaucoup, je ne vais surtout pas chercher la mise en tension. Je me pose sur une structure et je laisse aller la structure où elle veut aller. Et c'est en accompagnant la structure où elle veut bien aller que je trouve ce que j'appelle le mouvement de facilitation. Donc je vais dans le côté facile du tissu. Et c'est en inversant tous ces paramètres que je trouverai naturellement la mise en tension. Mais je ne donne pas l'indication au patient, parce que si je donne l'indication au patient de cette mise en tension, je peux avoir une force d'opposition de ce patient. Alors que le but, c'est que le patient n'ait aucune idée de ce qu'on va lui faire pour qu'il se laisse complètement emmener naturellement. Point de neutralité. Alors, le point de neutralité, c'est un maître mot. C'est-à-dire que je commence par poser ma main sur une structure et je la laisse aller où elle veut aller. Mais surtout pas trop loin, parce que si j'accompagne ce mouvement et que je vais plus loin que lui où il voulait aller, finalement, je vais recréer de la tension, pas par mise en tension, mais par étirement. Donc le point de neutralité, c'est le point d'oscillation entre l'endroit où ça veut aller et l'endroit où ça ne voudrait pas aller. Et c'est ce point d'oscillation ultra fin, avec une main légère, de plus en plus légère, qui me permet d'avoir une oscillation de plus en plus fine. Et plus mon oscillation est fine, plus la perception peut être précise. Je me mets dans un état de conscience modifié, je me mets dans le non-jugement, le non-pensée, et simplement laisser mon corps percevoir. Et c'est cette gestuelle corporelle, ma gestuelle corporelle, qui permettra de se caler comme de l'eau sur la gestuelle corporelle de mon patient. Et en ostéopathie, la gestuelle, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc si on travaille ce jeu d'échange corporel, ça devient un jeu perceptif et un jeu correctif. Et ça permet de s'éloigner de toutes les grandes lois biomécaniques qui sont un petit peu trop formées, trop formatées pour être dans la réalité du patient. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Et maintenant, si tu le veux bien, rentrons un petit peu plus dans ton intimité. Parlons un petit peu de tes consultations au cabinet. Que mets-tu en place lorsqu'un patient arrive pour la première fois, en première consultation, dans ton cabinet? Quand je reçois un patient, déjà je reçois au bureau, on commence par discuter un peu, parce qu'il faut faire connaissance avec son patient pour voir qui il est, comment il est. Alors pour avoir une première perception ultra rapide, parce qu'une séance c'est quand même un temps bien déterminé, donc ce qui est intéressant, je pose toujours la même question, j'ai une routine d'interrogatoire comme tout à chacun, et ce qui m'intéresse bien plus que la réponse, c'est la façon dont le patient répond. En ayant l'impression du patient et la façon dont il répond, ça me permet de percevoir un peu qui il est et comment il fonctionne. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, j'ai un bilan qui va être d'observation très subtile, très fine, avec des mains qui n'envahissent pas du tout le corps, des mains très perceptives. Et je vais passer de la perception à l'action très rapidement. C'est-à-dire que je vais faire une espèce de bilan de traitement qui va risquer d'être un peu simultané, parce que les tests de perception globale sont tellement rapides, quand on a bien compris comment ils fonctionnent, que cela va très très vite. Donc une analyse de posture, c'est quelques secondes. Une analyse articulaire, c'est juste une main qui se pose et on a la perception immédiate. Donc ça me permet de passer d'une perception à une action en un temps très très court. Donc ce qui me permet d'avoir une régulation mécanique très rapide, qui occupe très peu de temps dans la séance, comme tu le disais préalablement. C'est-à-dire que faire 4 ou 5 manipulations, ça prend 1 minute ou 1 minute 30. Et tout le reste du temps de la séance va être plus fascia, rééquilibration, des balances, du viscéral, du crânien ou de l'émotionnel en fonction des besoins du patient. Mais ma première intention est de faire toujours très rapidement une première rééquilibration posturale rapide et de voir comment le patient déjà s'autorégule. Et en fonction de son comportement, je vais moduler après mon deuxième choix. On pourrait dire quelque part que ton bilan et ton traitement sont de l'ordre de l'instinct et de l'intuition? Ah bien sûr, oui, c'est très instinctif, mais c'est un instinct construit et appris. C'est-à-dire c'est de la routine qui est répétée, 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 que vient une perception différente qui nous donne et qui construit l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel comme ça, soudainement. C'est à force de travailler, travailler et travailler qu'on finit par avoir un retour, et un retour de ce travail. Le secret de la technique, c'est de ne rien vouloir, de ne rien attendre, juste être là. Juste être là pour être, pour aider. Première intention. Il ne faut pas avoir une intention corrective, il ne faut pas avoir une intention manipulative, il ne faut pas avoir une intention préalable en se disant « je pense qu'il est comme ça ». Non, c'est trop tard. On doit juste être dans l'écoute
Je reçois mon patient, je pose ma main, et les choses viennent à moi ensuite. C'est difficile, hein, c'est un travail sur soi, c'est un travail de relâchement personnel, mais c'est vraiment dans ce relâchement profond, véritable, que vous trouverez votre capacité à bien travailler l'ostéopathie. Et ça, c'est vraiment un des points les plus importants parmi d'autres. Il y a beaucoup de points importants pour bien réussir l'ostéopathie. C'est un véritable art et ça se travaille sur toutes ses facettes, sur toutes ses composantes. Et c'est un long travail, un long chemin, mais c'est ce qui fait aussi le succès de la technique, c'est ce qui fait le plaisir de pratiquer et c'est ce qui fait qu'on continue d'évoluer sans cesse et avec bonheur et avec plaisir. Super, merci à toi Loïc pour toutes ces informations. Une petite question secondaire me vient. C'est d'ailleurs une question que l'on me pose assez souvent, donc je suis très curieux d'entendre ce que tu as à dire à ce sujet. Comme on peut le voir, tu es très présent sur les réseaux sociaux et tu publies beaucoup de vidéos de manipulation structurelle. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors, la vidéo, au départ, on a fait des vidéos d'un point de vue, c'était un peu ludique, donc il fallait que ce soit fun, que ce soit amusant. Donc, mettre des mains sur un crâne ou des mains sur un ventre ou sur un fascia, ça n'a pas trop d'intérêt au niveau de la vidéo. On peut faire une jolie photo, mais pour de la vidéo, ça n'a rien de dynamique. Donc, on a choisi de montrer de l'ostéopathie structurelle. Alors, cette ostéopathie structurelle que l'on montre, elle intéresse des néophytes, de gens qui n'y connaissent rien, mais qui trouvent que c'est un joli spectacle. Alors, soit on aime beaucoup, soit on a une aversion pour le bruit et le craquement. Mais l'œil du professionnel se dit, tiens, c'est une jolie technique, il y a une belle réflexion, il y a une belle palpation préalable qui se voit avec l'œil averti. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de toucher aussi l'œil averti, que le professionnel, me voyant faire mes techniques, se dise, tiens, dans son approche, il y a quelque chose de différent. Et c'est en cela que j'avais envie d'attirer les gens avec cette demande-là. Et ensuite de leur faire découvrir toute mon approche conceptuelle et philosophique. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre le dur et le mou, qu'on soit bien d'accord, c'est une seule et même ostéopathie. Ok, bah écoute, c'est très clair, hein. Si tu le veux bien maintenant, on va revenir un petit peu sur les formations que tu dispenses. Le concept que tu proposes d'expérimenter au sein de tes formations va souvent à l'encontre de ce que l'on nous a appris à l'école. Ma question est alors simple. Comment les stagiaires le vivent? Je les surprends déjà parce qu'ils prennent conscience qu'ils doivent désapprendre pour réapprendre, mais je leur dis déjà. Je leur dis que la première approche qu'ils vont avoir avec moi, quand ils veulent apprendre le structurel par exemple, le retravailler, ça va plutôt être difficile et peu valorisant au départ. Parce que la notion de désapprendre pour réapprendre va les mettre d'abord en situation de difficulté. Donc je les accompagne énormément en leur disant « n'ayez pas peur, on passe tous par là, on passe par un désapprentissage qui est dévalorisant pour soi, mais pour mieux se reconstruire après. » Ça, j'insiste vraiment pour bien leur expliquer ça dès le début. Alors évidemment, c'est un petit peu, ça les choque parce qu'ils voient des belles images, ils voient des vidéos où on manipule sur les réseaux sociaux, tout ça, et ils me disent ah, c'est comme ça que je veux faire. Et oui, mais l'image, c'est ce qu'on voit. Ce que je leur apprends, moi, c'est les coulisses, hein, c'est pas le spectacle. Le spectacle viendra après avoir fait un très gros travail en coulisses. Donc nous, on réapprend le travail en coulisses pour pouvoir progresser. Donc ça, c'est vraiment la première découverte pour eux. Et je leur dis toujours, voilà, si vous êtes d'accord pour faire ça, on peut continuer, sinon on arrête tout de suite. Et il est encore temps de partir. Et jusqu'à présent, personne n'a dit je pars. Tout le monde s'est dit ça peut être intéressant et les gens persistent. Et il va de soi que c'est un peu compliqué. Ça peut demander des fois plusieurs séminaires avant de bien faire le bon démarrage et de bien comprendre. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que tous ceux qui réussissent ont tenté leur chance et ont travaillé beaucoup. Et moi, je leur dis, ce n'est pas un stage que l'on fait pour dire je l'ai fait, c'est un stage que l'on fait pour travailler, travailler et travailler encore. Parce que c'est un art difficile. L'ostéopathie, ce n'est pas difficile, c'est très difficile. Et l'intérêt d'un art très difficile, c'est qu'après, on le rend très facile. Et la finalité, c'est celle-ci, c'est si vous faites l'effort de passer le cap du très difficile, vous redécouvrirez un univers de facilité. Alors, mes formations, quand je les donne principalement à l'Aigle, en Normandie, parce que j'ai installé un grand local de formation avec 250 mètres carrés de lieu de travail. Pourquoi l'atelier Bergson? Bergson, c'est un philosophe que j'apprécie particulièrement, qui a énormément travaillé sur l'intuition extatique, qui est un sujet que j'aborde régulièrement dans mes cours d'ostéopathie. Donc c'était un petit clin d'œil avec ce monsieur, ce philosophe français qui me parle particulièrement. Encore une fois, un grand merci à toi Loïc pour toutes ces précieuses informations et merci d'avoir pris le temps de nous expliquer en détail ton concept, ta philosophie. Pour tous ceux qui souhaitent appréhender le structurel de manière moins dogmatique et plus intuitive, je ne peux que vous conseiller de venir rencontrer Loïc en formation. Je vous mets le lien de son site internet juste ici.
si vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire. Quant à moi, j'espère que vous kiffez ce format qui me prend un temps fou en post-production par ailleurs, mais qui donne un sens à ma présence sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et bien sûr, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Merci encore et à la prochaine. Ciao! Voilà, alors les tests, vous voyez, moi je pose des mains comme à chaque fois, je pose des mains et je regarde, hop, j'obtiens un mouvement qui me dit, tiens, j'ai une désimbrication de ce côté-là, je vais réimbriquer ici. Voilà. Donc, pour pouvoir réimbriquer ici, je ne donne pas d'indication, parce que si je donne une indication, elle va se dire, oh là, je vais me faire manipuler dans ce sens-là, et ça va donner envie d'avoir une résistance. Donc, moins on donne d'informations, mieux c'est. Moins on donne moins on fait de mouvements, moins on fait de mise en tension, plus on sera dans la capacité de manipuler avec aisance, normalement. Donc, je pose mes mains, je vois, comme on a fait tous les tests qu'on a fait jusqu'à présent, facilitation, ça va dans un sens, je me dis hop, c'est ici, je vais manipuler. Donc je vais voir si c'est en C7, D1, D1, D2 ou D2, D3, et je vais trouver le niveau. Moi j'ai un niveau que j'ai envie de manipuler ici. Pour ce faire, je ne vais absolument pas mettre d'empilation par la flexion, ni d'empilation par l'extension. Donc je cherche au maximum à avoir directement le mouvement qui va être focus sur l'endroit que je vais manipuler. Donc je laisse la tête dans sa position et je viens essayer de mettre directement le positionnement que je veux à l'endroit que je veux. D'accord? Ce qui me permet d'obtenir du relâchement en lui donnant une information de mouvement de tout son corps, mais pas de mouvement où je suis actuellement, pour quand je veux la manipuler comme ceci. Surprise. Surprise.